Donc, mon objectif aujourd'hui est de vous présenter un petit panorama de quelques recherches et de solutions technologiques et numériques qui sont mises en place en Afrique, hein, avec un regard évidemment sur euh, les approches de bénéfices et de risques qui les concernent. Suivante. Le plan en fait que je vais utiliser est le suivant. Je vais quand même faire quelques préambules, rappeler la diversité à la fois des systèmes agricoles et des systèmes numériques disponibles, faire un rappel aussi sur les effets attendus et les échelles d'application de ces technologies numériques, faire un rappel en tout cas pour ce qui nous concerne, notre définition de l'agriculture numérique, et puis ensuite on passera à un panorama sur quatre mises en contexte, plutôt une mise en contexte autour des problématiques de zones blanches en milieu agropastoral, puis un deuxième aspect qui sera plutôt centré sur les filières et les chaînes de valeur et des solutions qui y sont mises en œuvre. Un troisième point, mais qui sera assez court sur plutôt l'agriculture de précision, parce que je pense que vous avez eu et vous aurez beaucoup de présentations sur ce sujet, donc j'ai essayé de le rendre minimal. Et enfin, un dernier contexte qui sera plus sur les services de conseil qui utilisent beaucoup ces technologies. Alors, suivante. Donc, en ce qui concerne la diversité des systèmes agricoles, il faut rappeler qu'en Afrique subsaharienne, mais d'une façon plus générale sur le continent, on a une diversité de systèmes et une diversité de filières et de marchés alimentaires ou agricoles quand ce sont des productions non alimentaires qui sont à la base de la production. Donc, l'idée générale, c'est que ces technologies dont on va parler, elles puissent servir équitablement et durablement les différentes entreprises, je dirais, de ce domaine, hein. Ça part des TPE et des PME jusqu'à des firmes internationales et l'industrie dans les filières. Alors là, vous avez un petit aéropage de photographies prises en Afrique, hein, qui représente, disons, bien sûr, le spectre. Suivante. Le deuxième point qui est important à propos de la diversité, c'est aussi d'établir et de connaître la diversité des contextes numériques et finalement l'état de développement des différentes composantes qui constituent l'écosystème numérique nécessaire au développement d'une agriculture numérique. Donc, pour rappel, bon, il y a sept grands éléments, on va dire. Il y a bien sûr des éléments purement technologiques comme les capteurs, les données, les moyens de calcul. Il y a bien sûr tous les équipements agricoles que je vais appeler vecteurs, porteurs de capteurs, hein. C'est tout le machinisme, par exemple, mais le drone, on pourrait le mettre bien sûr dans ces éléments maintenant. Et puis, on a un point essentiel, hein, que je vais beaucoup utiliser dans ma présentation, qui est l'usage des terminaux, quels qu'ils soient, les téléphones standards ou des smartphones, les PC, les tablettes, qui sont bien sûr des choses qui se sont généralisées maintenant, mais qui dépendent bien sûr du point 4, qui est l'établissement des réseaux et des infrastructures de communication. On fera un petit point là-dessus. Tout ça permet de développer des services qu'on appelle informationnels, hein, d'intelligence agronomique et économique. Tout dépend un petit peu de l'objectif, bien sûr, de ces systèmes d'information et des applicatifs, qui aident à la décision. Et c'est ça qui dessine finalement le paysage de ce qu'on appelle l'agtech ou dans le domaine plutôt financier de la fintech, qui c'est quand même lié à l'agriculture, puisque beaucoup de moyens sont développés sur la fintech. Mais tout ça ne peut se mettre en place que sous condition de prise en charge, d'adoption, je dirais, par différentes personnes et collectifs, hein, des acteurs de l'agriculture, des agents des filières, au sens de l'agent économique, au sens de la science économique, et des organisations socio-économiques, qu'elles soient de producteurs ou des interprofessions de filières, par exemple. L'autre point, c'est que ces écosystèmes numériques ne peuvent se mettre en place que quand il y a un cadre politique et un modèle d'économie numérique, je dirais, qui est déjà inscrit dans les textes et dans les orientations stratégiques du pays. Donc, vous voyez par exemple à droite le plan Sénégal numérique qui est un bon exemple. Et vous voyez aussi la petite carte qui est le développement, donc une carte de la Banque mondiale, le développement de la mobilité, de la téléphonie mobile, qui est importante en Afrique, plus importante que l'Internet. Suivante.
Alors tout ça se traduit par finalement l'état de l'AgTech en Afrique, hein, qui est un état en mouvement, donc ce n'est pas quelque chose qui est statique. Vous avez ici une carte extrait du site Africa Goes Digital, qui représente dans certains pays voilà, un certain nombre d'entreprises plutôt type start-up qui ont mis en place des services digitaux. Et puis vous avez cet excellent rapport du CTA en 2019 sur la digitalisation de l'agriculture, qui est un rapport qui fait l'état de l'art, là aussi avec des biais évidemment sur certains pays, mais qui permet quand même voilà, d'avoir cette cartographie. Suivant. Alors cette cartographie, elle concerne, dans les rapports que je viens de mentionner, essentiellement les applicatifs qui sont disponibles sur le marché. Mais il existe une diversité de solutions numériques proposées en preuve de concept, hein, PDC pour preuve de concept, et en développement, et qui sont un peu moins visibles. J'essaierai d'en mettre quelques-uns en visibilité dans ma présentation. Et c'est à la base, on a ces démonstrateurs, on peut les appeler, ou preuves de concept, hein, qui sont en développement et puis qui naissent et puis qui meurent aussi, hein. Beaucoup s'éteignent, je dirais, parce qu'ils ne sont pas repris par un système d'incubation. Et leur niveau de maturité est associé à ce qu'on appelle les niveaux de TRL, Technology Readiness Level, qui permettent de voir voilà, un petit peu le niveau de maturité et de transition vers la mise en marché. A contrario, vous avez un certain nombre d'observatoires, hein, comme par exemple celui d'Aspexit, là, dont j'ai mis le site, hein, qui permet d'aller voir un petit peu l'annuaire des outils numériques en agriculture. Ici, il s'agit d'un site qui fait l'inventaire en France, hein, et qui le présente par grande thématique, et qui est une très très bonne source d'information. Suivante. Alors le deuxième point, suivante s'il vous plaît. Le deuxième point de préambule, c'est de rappeler quand même les effets attendus du numérique, parce qu'évidemment, quand on parle de bénéfices, il faut déjà avoir une idée des effets, je dirais, reconnus sur le numérique. On en a trois qui sont connus et bien documentés, qui sont l'automatisation, hein, quand on va parler de robots, et la personne qui me suivra en parlera. C'est un exercice d'automatisation. On a la dématérialisation. La digitalisation est vraiment intimement associée à la dématérialisation, qui permet bien sûr de concevoir des échanges basés sur le numérique. Et puis, on a ce phénomène qui est très important, sur lequel j'insisterai dans la présentation, de désintermédiation, réintermédiation. Il s'agit notamment dans les filières de voir comment le numérique apporte des nouvelles formes de rapports, de relations entre les agents économiques, donc qui concerne par exemple un producteur et puis un collecteur de lait. À quel moment intervient une plateforme numérique ou un nouvel outil comme le smartphone. Et donc on parle aussi de réintermédiation, puisqu'évidemment on peut avoir de nouveaux outils et des interfaces homme-machine qui apparaissent. Bon, ça c'est bien documenté. Ce qui est aussi assez bien documenté, c'est que on a au cœur de tous ces systèmes la donnée, hein, et on a de nouvelles valeurs économiques autour de l'information, de la donnée, de l'intelligence que ces données et informations permettent, ce qu'on appelle le capital cognitif. Et puis, j'en ai déjà parlé, il est extrêmement important de situer finalement les effets attendus dans l'organisation socio-technique qui se met en place dans un pays ou dans le monde. C'est l'écosystème d'innovation numérique, et j'y reviendrai en fin de présentation. Suivante. Alors, il y a trois grands systèmes, on va dire agricoles, sur lesquels où l'agriculture est impliquée, en tout cas, sur lesquels on met en œuvre les technologies numériques. Bon, il y a l'échelle et le système de l'exploitation agricole, hein, qui est le plus classique à la ferme, qui concerne à la fois des itinéraires techniques, de l'agroécologie de précision ou du conseil d'itinéraires techniques au niveau de la production. Et puis on a tout ce qui est du domaine de l'intelligence logistique et économique dans les filières agricoles et alimentaires. Donc tout le monde a entendu parler de blockchain, une chose comme ça, mais on va y revenir. Là, c'est le phénomène le plus important, c'est probablement la plateformisation et les modèles B2B, B2C.
Le dernier point qui est souvent négligé et qui est très important, c'est l'utilisation de ces technologies numériques pour la gestion des risques. Alors, on va y venir avec la balance santé de cette conférence, mais en agriculture, bien entendu, la question des risques sanitaires, que ce soit des pestes végétales ou des maladies animales ou même des zoonoses, donc qui concernent aussi les populations humaines, ou bien la question des risques climatiques et donc des services agroclimatiques qui vont derrière, est extrêmement importante. Suivante. Autre point, il faut vraiment distinguer, dans les services, permis par les technologies numériques, 2 échelles. C'est le service qui va être rendu à un acteur individuel et qui va correspondre à son espace de décision à lui. On pourrait l'appeler un service de précision, hein, à différencier de l'agriculture de précision, même s'il y a un lien. Parce qu'il va prendre en compte, le contexte particulier de l'individu, du chef d'exploitation ou du responsable du ménage et cetera, ou d'un agent économique dans une filière. Ça ne concerne pas que le producteur et là, on s'attend à des services individualisés, clé en main, dans la poche, c'est-à-dire, sur son smartphone ou sur son PC. Le deuxième, ce sont des technologies qui vont plutôt servir les organisations collectives, c'est-à-dire une communauté d'acteurs économiques, ou bien des populations de territoire, hein, qui concernent bien sûr les agriculteurs, mais pas uniquement, ça peut être des habitants, puisque par exemple un risque sanitaire peut tout à fait concerner tout le monde sur un territoire donné. Et là, on est plus sur les services collectifs. Et le résultat, le livrable, je dirais, de ce type de service est un petit peu différent, même s'il peut être aussi diffusé, bien sûr, par un smartphone ou sur une carte web. Il est finalement une mise en situation et bien sûr le parangon de ce type de service, c'est le service météo. Suivante. Voilà, suivante s'il vous plaît. Alors il me faut donc rappeler, brièvement ce que nous à Digitag, hein, qui est l'Institut Convergence, Agriculture Digitag, basé à Montpellier, mais avec des laboratoires, partenaires à Toulouse, à Rennes et sur Avignon, ce qu'on appelle l'agriculture numérique. Alors l'agriculture numérique, c'est plus vaste que l'agriculture ou l'élevage de précision. On va y revenir, mais il y a 3 évidemment leviers pour faire de l'agriculture, numérique. C'est bien sûr, les données, quels que soient les types de capteurs et quels que soient les types de données. On a des capteurs, technologiques, mais on a aussi des capteurs sociaux, pour le rappeler. Ensuite, ce sont tous les processus de traitement avec l'avènement, bien sûr, l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la science des données en général et de ces différentes techniques et bien sûr aussi les moyens de calcul, dit les grilles, HPC qui peuvent traiter du big data. Et puis bien sûr des questions d'échange de données, donc qui nécessitent de la connectivité entre objets, entre hommes, animaux, et cetera. Donc l'agriculture numérique, c'est plus vaste que l'agriculture, de précision, parce que globalement l'agriculture de précision, elle va concerner essentiellement le producteur et puis des échelles de type parcelle ou troupeau, alors que l'agriculture numérique, on va vraiment aller au-delà, pour vraiment intégrer les services dans, les filières, les chaînes de valeur donc et aussi les territoires, donc qui va concerner aussi des habitants qui ne sont pas, directement, du secteur, agricole. Suivante. Donc là, vous avez, bon, une présentation, plus complexe, bien sûr, des différences entre agriculture de précision et agriculture numérique, mais je vais retenir au centre, les enjeux. Donc l'enjeu, c'est de bâtir des systèmes d'aide à la décision en univers complexe, puisqu'on va prendre des données venant voilà, de différentes composantes de l'agroécosystème, mais aussi du système économique et social, à différentes échelles géographiques et temporelles. Donc de multiples acteurs, différentes échelles, des objectifs variés, des objectifs techniques et par exemple agronomiques ou des objectifs économiques. Et c'est cette combinaison qui va permettre voilà, d'offrir un certain nombre de services qui sont plutôt de l'ordre de l'agriculture dite numérique. Suivante. Donc on a déjà insisté sur l'importance des données. Je pense que hier vous avez déjà beaucoup insisté là-dessus. Donc l'observation est au cœur finalement de cette information que l'on va digérer, traiter. Vous avez un certain nombre de capteurs aériens, de capteurs mobiles ou fixes qui peuvent être mis en place sur un territoire. Et vous voyez qu'ici, on est plus que sur une exploitation, on est déjà sur une imagerie de type territoire qui concerne aussi les compartiments agroécosystémiques qui existent. Là, vous voyez des capteurs, par exemple, en profondeur dans les sols. Donc, entre le satellite très en haut et un capteur sol qui peut descendre en profondeur
donc jusqu'au sous-sol. Donc on a toute une gamme de capteurs que l'on peut mettre en place. Et au-delà des capteurs fixes, hein, j'insiste sur l'importance des capteurs mobiles, on y reviendra dans un exemple du panorama. Suivante. Alors une autre façon de présenter les services, c'est de ne pas partir des technologies, mais vraiment d'être sur les applicatifs et de voir à quel moment, finalement, on mobilise des données et des traitements le long de la chaîne de valeur. Là, vous avez un exemple, d'un travail qui avait été fait, bon, qui date un petit peu, mais qui est de renaissance numérique. Vous avez le site web et le lien infra que vous pourrez revisiter. Et vous avez évidemment les étapes classiques de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la transformation, la distribution et puis les différentes formes de consommation, que ce sont des consommations intermédiaires entre fournisseurs et fabricants ou des consommations finales de type distributeur vers consommateur ou producteur vers consommateur. Et à tous ces niveaux, en fait, un service peut apparaître, peut intégrer un certain nombre de données disponibles ou au contraire aider à développer la chaîne de données qui lui correspond. Suivante. Voilà, je vais attaquer maintenant la deuxième partie de ma présentation qui concerne un petit panorama hein, de solutions qui peuvent être soit des preuves de concept issues vraiment de la recherche en électronique, recherche en informatique ou recherche en agriculture, ou bien des outils du marché ou qui étaient sur le marché, qui n'y sont peut-être plus, parce qu'on verra qu'il y a une grande dynamique là-dedans, et des éléments d'impact de ces technologies. Il s'agit simplement d'une petite sélection de solutions hein, que j'ai tirées de notre participation à différents contextes de conférences, salons agricoles, donc je vais mentionner à chaque fois les sources et les auteurs de ces solutions. Suivant. Un premier exemple, c'est un exemple qui me semble extrêmement emblématique. C'est un travail de Bamba Gaye, de l'UCAD au Sénégal, qui est président de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique et qui travaille sur finalement la problématique des zones blanches dans les zones agro-pastorales, en particulier au Ferlo, au Sénégal. Suivante. Donc, quel est le problème finalement? On se retrouve avec des espaces très importants où il y a de l'agropastoralisme, hein, donc du pastoralisme avec de la mobilité animale très importante. Vous voyez la carte en bas. Et en même temps, cette zone du Ferlo, au nord-est du Sénégal, est une zone relativement riche en zones blanches, donc dans lequel la connectivité 2G est présente, mais pas complète. Donc on peut dire, dans une région sans connectivité cellulaire. Or, il y a absolument besoin d'appuyer les éleveurs dans les différentes missions, je dirais, anciennes et nouvelles qui les concernent, notamment au-delà de la mobilité animale et de l'utilisation des pâturages, aussi l'adaptation au changement climatique qui prend de plus en plus d'importance et qui nécessite une réaction presque au jour le jour. Suivante. Donc, ce qui se passe, c'est que l'équipe de Bambagay a développé une technologie pour se substituer à un réseau en fait, qui n'existe pas, qui était le réseau qui pourrait être fourni par des fournisseurs officiels de téléphonie. Donc, il s'agit d'un réseau opportuniste basé sur la technologie LoRa et qui, en fait, utilise des nœuds mobiles et on va voir pourquoi la mobilité est au cœur de cette solution, et de ce prototype, puisque justement on a des éleveurs relativement mobiles et des acteurs sociaux, que ce soit des agriculteurs, des éleveurs ou d'autres, qui peuvent, transporter cette technologie. Donc vous avez là un boîtier, bon, vous voyez, low cost, hein, type basé sur Arduino avec des technologies Bluetooth. Vous avez des tests de portée qui ont été faits et qui permettent de dire que cette technologie permet d'émettre et de recevoir sur un rayon de 15 km. Et donc cette combinaison de technologies permet d'amorcer un système de communication. Je vais y revenir. Suivante. Donc les résultats et finalement l'utilisation de ce prototypage, c'est la mise en place d'un réseau maillé mobile et autonome. Vous voyez ici un éleveur, par exemple, qui transporte dans un sac à dos à la fois le boîtier qui est un boîtier relais sur lequel on va pouvoir communiquer en Wi-Fi avec son propre smartphone ou téléphone, qui est alimenté en panneau solaire puisqu'il a vraiment aussi fallu raisonner la question de l'énergie.
et qui est gratuit, puisqu'évidemment, il y a 0 redevance sur un système de ce type-là. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette technologie qui est née de laboratoires d'électronique et d'informatique, c'est qu'ils ont tout de suite réfléchi à des thématiques d'utilisation et qu'ils ont en particulier travaillé avec des coopératives laitières, dont la grande majorité d'ailleurs, il s'agit de femmes, qui proposent du lait à la collecte tous les jours. On va y revenir dans une deuxième présentation. Et puis, ils sont en train de réfléchir à l'extrapolation de ce type de technologie vers d'autres contextes comme la pêche et aussi faire évoluer le système vers un réseau mixte en fixe et en mobile. Suivant. Alors, un deuxième exemple va concerner la même zone, mais cette fois-ci du point de vue d'une entreprise qui a développé des services aux éleveurs. C'est une entreprise qui s'appelle la laiterie du Berger et qui a une filiale qui développe ces systèmes d'information. Suivante. Donc là, on se retrouve quasiment dans la même zone. Donc c'est une laiterie dont la problématique consiste à collecter du lait et à le transformer. On voit que c'est une entreprise qui est en croissance, donc on doit assurer cette croissance et pour cela, il faut de la productivité et le numérique le permet. Cette entreprise eh bien, collectait du lait de 450 éleveurs en 2018. Ils en sont à 1400 à la fin de cette année et prévoient environ 2000 éleveurs collectés en fin 2022. Donc, pour rentabiliser cette activité et améliorer sa productivité, ils ont développé des outils basés sur les technologies numériques suivantes. Voilà, donc cette présentation est par ailleurs extraite de choses que l'on a présentées au Montpellier Global Days lors du nouveau sommet Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier il y a 15 jours. Et donc, vous voyez ici Monsieur Fall qui présentait les 3 applicatifs actuellement utilisés. Donc, un premier applicatif relativement simple, hein, bien sûr, il s'agit du QR code qui permet un identifiant unique et une identité numérique, ce qui est très important dans ces domaines de technologie, qui réfère ensuite à une base de données centralisée et qui permet d'avoir l'état des lieux, je dirais, concernant cet éleveur. Lors de la collecte du lait, bien sûr, le système est renseigné grâce au QR code sur la quantité de lait qui a été fournie au jour même, en temps réel. Le deuxième applicatif, donc dans l'encart en haut à droite, c'est un applicatif qui permet à un éleveur d'aller directement acheter de l'aliment sans transaction bancaire, directement auprès de magasins que la laiterie du Berger a mis en place. Donc il y a environ 13 magasins dans cette zone qui ont pu être décentralisés et l'éleveur peut aller simplement acheter de l'aliment pour nourrir ses vaches et être crédité sur la base de son QR code là aussi. Le troisième point, c'est une applicatif de télépaiement. En fait, il n'y a plus de transactions financières matérialisées. Donc là, la laiterie du Berger a utilisé une technologie Near Field Communication NFC qui est vendue par un opérateur local et qui a été mise en place pour que les éleveurs soient payés de manière immatérielle. Un quatrième type d'applicatif est en cours de développement en collaboration avec le CIRAD sur un appui conseil autour de l'itinéraire technique de l'élevage laitier. Là, on est vraiment sur de l'agronomie et de la zootechnie pure, est en cours de développement. Suivante. Alors un autre exemple que je vais développer un peu plus longtemps parce qu'il est assez emblématique d'une évolution d'un prototype de recherche vers un applicatif sur le marché. Il s'agit d'estimer la production de cultures fruitières sur pied et d'évaluer les productions prévues, donc en anticipant la production. Et vous allez voir que c'est une solution qui travaille à plusieurs échelles. Donc, je vais vous développer cet exemple suivante. Donc, la première démarche a été finalement d'essayer de comprendre un contexte, une problématique, et c'est celui de la production de mangue au Sénégal qui a été le starter de cette initiative. Donc, on a des producteurs qui sont en majorité des petits producteurs, qui ont moins de 10 hectares, avec une assez grande variabilité des systèmes de production. Vous voyez des systèmes traditionnels, diversifiés, commerciaux, avec une hétérogénéité des vergers et des plantations. Et puis, l'importance, bien sûr, de cette filière mangue, qui est beaucoup destinée à l'export, et donc qui concerne aussi des acheteurs de la filière et des collectivités, ainsi que des agences de recherche-développement.
Alors jusqu'à présent, l'évaluation de la production sur pied était faite par échantillonnage et comptage manuel, mais c'était extrêmement fastidieux et surtout peu fiable, donc ont été développées des solutions basées sur le numérique suivantes. Donc l'essentiel de ce travail a été mené dans une initiative qu'on a appelée PixFruit, hein, qui est une preuve de concept maintenant qui se matérialise sur le marché. Je vais y revenir. Et en fait, l'expertise consiste en fait à faire travailler un réseau de neurones, donc de l'intelligence artificielle, pour la reconnaissance et le comptage de fruits à l'échelle de l'arbre. Là, vous voyez les petits carrés jaunes qui identifient les mangues et qui vont donc d'un les reconnaître, deux les compter pour ensuite estimer le rendement de cet arbre. On voit qu'à ce niveau, on travaille à l'échelle de l'arbre. Suivante. Tout ça est complété par un travail à l'échelle du verger, mais qui utilise une technologie un peu différente, hein, donc, qui est une technologie qui peut se mettre en œuvre, par exemple, par de l'imagerie drone, hein, qui est relativement flexible, puisqu'on là, on est à l'échelle de verger. Et pareil, on va identifier les formes des arbres, et donc, bien sûr, la morphologie du verger et la morphologie des arbres vont constituer une deuxième métrique pour estimer, cette fois-ci, le rendement à l'échelle du verger. Suivante. Et enfin, un travail qui est plus à l'échelle du bassin de production régional. On dépasse le verger et va travailler sur des technologies de télédétection avec de l'interprétation orientée objet. Et là, on va essayer d'identifier finalement de la production d'estimer de la production régionale, ce qui va apporter un service de type web mapping euh, et qui peut être utile à la planification territoriale ou à une estimation plus large, disons, au niveau national. Suivante. Donc cette expertise PixFruit, qui était une expertise tirée des laboratoires de recherche, est maintenant, je dirais, a été incubée et ensuite est maintenant dans les mains d'une entreprise qui s'appelle Sowit, qui a développé donc un outil de décision qui s'appelle SoYield, hein, qui est en cours de développement, mais qui est vraiment très très mûr et qui va être mis sur le marché incessamment, qui est composé d'une application mobile, hein, pour la collecte des données et puis d'une web application pour l'état de la production. Alors, je vais passer rapidement sur la technique puisqu'on vient de la revoir, mais pour vous présenter suivante le, voilà, une illustration précise. Donc le producteur responsable de ces vergers utilise une interface très simple, hein, sur tablette ou sur smartphone. Il commence à se décrire finalement en décrivant ses parcelles, soit par des tourages à la main, soit par la marche avec l'outil intégrant un capteur GPS, et indique l'ensemble des métadonnées qui sont demandées par le système. Suivant. Ensuite, bien sûr, l'applicatif et le réseau de neurones embarqués eh bien, se met en œuvre, donc à la commande, et l'utilisateur est guidé dans sa prise de photo, puisqu'il faut prendre des photos qui vont permettre au réseau de neurones d'identifier les mangues et de les compter, et on avance, on a une visualisation directe de l'avancement de l'échantillonnage, puisqu'il faut faire un échantillonnage et qu'on est guidé sur l'échantillonnage. Et on reçoit les résultats en direct. Donc on voit quand même toute la puissance suivante, toute la puissance de cet outil, en particulier pour permettre aux producteurs eh bien, d'avoir un signal je dirais de marché, hein, qui est de l'ordre du volume prévu, par exemple un mois avant la récolte, ce qui permet quand même d'anticiper des négociations avec un collecteur, sachant que pour les systèmes d'information marché, on y reviendra, les informations, elles, sont en général bien disponibles. Alors, une autre application qui utilise aussi l'imagerie, ça va être l'utilisation des stocks, mais cette fois-ci plutôt orientée sur une ressource naturelle, hein, qui est celle utilisée pour le bois énergie, hein, qui est une forme d'énergie très importante en Afrique sahélienne. Ici, avec l'exemple du bassin d'approvisionnement de Niamey, et je tire cet exemple du travail de mon collègue Ama au CIRAD. Suivante. Donc là aussi, je vais être assez court, hein. L'idée, c'est d'estimer et de cartographier les stocks de cette source d'énergie, qui est la principale source d'énergie pour les populations de la zone sahélienne, mais qui, évidemment, si on ne la gère pas, risque de disparaître, puisque ce bois est quand même avec des cycles de production assez longs. Donc, en fait, c'est un travail qui est basé sur les travaux plus anciens, hein. On utilisait l'imagerie satellite de type Landsat
Et l'indice le plus utilisé, c'est l'indice NVEI pour le corréler à la biomasse ligneuse, donc l'évaluation des stocks par cette biomasse ligneuse, mais on a des gros problèmes de précision. Donc ce qui a été développé, c'est une nouvelle forme de modélisation suivante qui, voilà, merci, qui utilisera finalement du multicapteur, donc d'autres sources de données que le Landsat. Vous voyez ici le Sentinel, je pense que certains de mes collègues vous ont mentionné ces différents capteurs, ainsi que le MODIS, et puis des algorithmes de classification de l'imagerie basés sur ce qu'on appelle le Random Forest, qui est un algorithme de supervision automatique, en français forêt d'arbres décisionnels, donc de l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer finalement, d'entraîner le classifieur, mais d'améliorer les prédictions. Dans le futur, on va tester l'apport du drone. Donc, vous voyez qu'on va passer de la télédétection à la proxy détection pour essayer d'estimer aussi cette ressource ligneuse. Donc, les travaux sont en cours sur le sujet. Suivante. Voilà, là, je vais changer complètement de domaine. On va basculer on est toujours dans les filières, mais on est sur autre chose que de l'évaluation. On est sur finalement la mise en contact, la mise en relation des producteurs et des consommateurs. Et c'est un modèle qui est bien connu maintenant avec le e-commerce. Je vais prendre l'exemple de Lifantou au Sénégal, qui est une plateforme intéressante puisqu'elle traite aussi des cantines scolaires. Suivante. Donc, dans le cadre de l'Ifantou, on a une plateformisation du e-commerce privé, mais aussi solidaire, qui est orientée vers l'amélioration de la nutrition des enfants à l'école. Alors, on a des diagnostics qui sont connus, une malnutrition modérée, par exemple, dans la carte du haut, on est au Sénégal, là, et puis une offre laitière, par exemple, mais ça pourrait être une offre de bien d'autres produits agricoles qui est disponible et consolidée ici par Grande Région. Et la difficulté, eh bien, c'est de relier cette offre et cette demande avec un regard nutrition, amélioration de la nutrition qui est extrêmement important. Donc l'objectif de l'IFANTOU, ça a été de développer une économie circulaire ancrée sur le système éducatif et les cantines scolaires. Et pour ça, ils ont utilisé les nouvelles technologies pour essayer de répondre voilà, à cette problématique suivante. Donc ce qu'ils ont développé est quelque chose qui paraît simple, mais qui est quand même derrière, je dirais, le système d'information, il y a quand même tout un système à mettre en place qui utilise ces technologies et de l'échange d'informations. Donc, on a ici une carte des écoles, par exemple, et une carte des producteurs qui participent au système. Quand on dit carte, on dit aussi système d'information derrière, base de données en temps réel, avec en temps réel la disponibilité de produits et en temps réel les besoins qui sont estimés par les établissements scolaires. Alors, c'est un système qui n'est pas autonome financièrement. Le business model repose sur des investisseurs partenaires qui à la fois finance, je dirais, les commandes de repas, mais aussi, je dirais, permettent de payer des repas gratuits pour un certain nombre d'enfants qui sont défavorisés dans ces écoles. Alors, suivante. Voilà, vous avez des extraits ici du site web qui permet. Alors, le site web et la plateforme offrent des repas, en fait des compositions de repas à équilibre nutritionnel sur la base de l'offre de producteurs et des demandes des écoles. Donc, je passe rapidement, vous pourrez regarder ça de plus près, mais c'est un excellent exemple de plateforme web euh, voilà, qui cache derrière cette simplicité, en fait, un système de connaissances extrêmement puissant. Suivante. Alors l'autre volet, on change un peu de panorama, là on revient un petit peu à l'échelle de la ferme et de l'exploitation agricole, c'est de travailler sur de l'agriculture et de l'agroécologie de précision. Et je vais prendre évidemment un regard sur l'eau, puisque l'eau est une ressource clé pour l'agriculture en Afrique. Et j'utilise ici deux exemples qui ont été présentés dans des conférences antérieures. Un qui est un produit qui était sur le marché, qui s'appelle Widim Pomp, et un autre qui était plus une preuve de concept, issu de la recherche qui s'appelle Tolby. Suivante.
Donc pour ce qui concerne la problématique, vous la connaissez, l'irrigation en Afrique subsaharienne finalement est assez peu développée, contrairement à ce que l'on croit. Ça reste finalement un pourcentage des terres agricoles assez faible. Et bien sûr, elle va se développer. Bon, l'agriculture actuelle est surtout en dépendance pluviale. On y reviendra plus tard avec les services agroclimatiques que c'est nécessaire. Mais ce qu'il faut concevoir, c'est que, bon, par exemple, sur l'exemple précis, 50 000 exploitations au Sénégal à plus de 5 km finalement du lieu d'habitation des agriculteurs, ça veut dire que pour déclencher une pompe d'irrigation, il faut se déplacer et il faut aller la déclencher à la main et pareil, l'éteindre à la main. Donc il y a une perte de temps, de fatigue, de frais de transport, etc., etc. Ou alors on paye quelqu'un pour le faire et donc il y a un modèle économique avec des coûts supplémentaires. Donc l'idée du concepteur suivante a été de développer finalement un système qui permet le télédéclenchement de la pompe électrique. Ce système s'appelait Wheeling Pump. C'est un simple boîtier que vous voyez en haut à droite là, qui peut être déclenché par un téléphone portable, téléphone normal, pas besoin de smartphone. Donc il reste dépendant bien sûr d'une communication et permet de gérer l'arrosage. Alors, le système n'était pas très compliqué. Ce que j'ai compris, c'est que la société start-up NanoAir qui développait ce système semble avoir disparu du marché et on y reviendra puisque c'est une problématique fondamentale actuellement, c'est que l'éclosion d'un certain nombre de start-up ne garantit pas la maintenance de ces technologies sur le marché. Donc c'est une problématique bien connue, y compris en Europe. Suivante. Un autre exemple dans le domaine de l'irrigation et de l'eau, c'était donc là une preuve de concept qui a été développée par le laboratoire qui a développé Tolby. Donc on est là dans l'irrigation de précision, on est dans l'assemblage de technologies sur la base essentiellement de capteurs de température et d'humidité que vous voyez ici présentées par les personnes sur la photo, et puis de technologies classiques, LoRa, un réseau de communication entre ces capteurs. Suivante. Donc ça permet en théorie de faire de l'irrigation de précision puisqu'on est capable d'ajuster la quantité d'eau nécessaire à, à ces niveaux d'humidité. Il y a eu différents prototypes qui ont été développés. Il y a différentes étapes qui ont été étudiées. C'est eu un long chemin, je dirais, avant de pouvoir vraiment parler de prototypes de type TRL 3 ou 4. Vous voyez les différentes étapes que je décris ici. Il y a des aspects technologiques, évidemment, sécurisation de dispositifs, gestion de l'énergie, rajout d'un tensiomètre, etc. Mais il y a aussi des problématiques liées à la couverture de ces zones blanches, d'où le développement du réseau LoRa. Mais le cadre légal, par exemple, et l'utilisation des bandes de fréquence LoRa, était à l'époque un problème au Sénégal, puisqu'il n'y avait pas de cadre légal bien défini. Donc, vous voyez qu'on tombe immédiatement sur des problématiques qui croisent d'autres disciplines que purement technologiques. Donc, est-ce que face à tous ces écueils, ce type de technologie a été abandonné par le laboratoire ou est-ce qu'il a été incubé? Je n'ai pas les nouvelles sur ce système, mais c'est bien pour indiquer que, passé la preuve de concept, on arrive à des questions essentielles de développement dans le secteur agricole. Suivante. Alors un autre exemple, c'est celui des systèmes d'information prix qui sont plus connus puisqu'ils existent depuis très longtemps et qu'ils ont été relayés assez vite dès que la téléphonie mobile est apparue en Afrique. Un certain nombre de services développaient déjà de l'information prix par SMS. Alors on va voir que ça peut être un peu plus complexe que ça et que ça ne concerne pas qu'un développement technologique. Suivante. Là, je vais prendre l'exemple du service Ncalo qui a été développé par l'ONG Nitide, qui est vraiment un service extrêmement complet d'information financière et économique autour de très grandes filières en Afrique. Vous voyez les pays qui sont concernés ici en orange. Alors, on a différents types de conjonctures qui sont proposées par ce service autour de l'anacarde, autour de l'ananas, etc., etc. Je vais pas m'arrêter trop sur cet aspect thématique, mais pour voir un petit peu les différents services et technologies qui sont utilisés. Alors, on a des bulletins et de l'information partielle qui est diffusée par email, par SMS,
par call center, par l'USSD, et puis aussi par des messages vocaux. Donc là, c'est un service qui, à contrario, est autofinancé. La méthodologie repose essentiellement sur finalement le réseau d'informateurs et d'observateurs. Donc on a un réseau de collecte d'informations qui est essentiel, hein, qui est au cœur de tous ces systèmes d'information en général, mais qui dépasse, là, je l'ai pris exprès, qui dépasse les capteurs. C'est-à-dire qu'on est sur des capteurs sociaux. Donc on est sur de l'organisation de réseaux sociaux et professionnels qui sont tous des experts, qui vont donner une partie de l'information qui sera ensuite compilée sous forme d'informations utilisables par les acheteurs, je dirais, de cette information, par ces conseils, par les acteurs qui utiliseront ces conseils décisionnels, puisqu'il s'agit à la fin de conseils très précis en termes d'urgence à vendre ou à stocker ou à attendre que le prix soit meilleur, donc avec des éléments de conjoncture économique. Suivante. Donc le service Uncalo, non seulement voilà, est assez vaste en termes de formes de services délivrés, de cibles de filières qu'il cible, mais aussi il est adapté, je dirais, au contexte numérique des différents pays. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso ou au Mali, on va utiliser des services de diffusion tout à fait différents, bien sûr, qui reflètent l'état de l'écosystème numérique du pays. Suivante. Enfin, je vais aborder la dernière partie du panorama qui est autour des conseils, du conseil agricole en général. Et là, je vais prendre plusieurs exemples. On va voyager autour de ces 4 exemples. Donc, suivante. Donc, le conseil, c'est un vaste domaine hein, qui a été vraiment bien investi par le numérique. Vous avez ici un extrait d'une étude de l'AFD sur la relance du conseil agricole et de la vulgarisation. Et vous voyez qu'on a la partie des services immatériels hein, qui est extrêmement importante en bas et voilà, qui peut être envisagée dans différentes formes, hein, un conseil technique, un conseil de gestion plus économique, un conseil organisationnel, etc. Et tous ces services, en fait, ont bénéficié du numérique ou sont en train d'y bénéficier. Suivante. Cependant, il faut vraiment, là aussi, faire la part des choses entre les conseils comme celui proposé par exemple par Dominique Coy, hein, qui a reçu un prix pour l'application Cultive 4G. Dominique est à l'INPHB à l'ESA, donc vous êtes vraiment en plein Yamoussoukro, et s'il est parmi les auditeurs, je le salue. Donc il fait un pari sur les applications mobiles pour aider à la conduite de l'itinéraire technique. Et là, on fait un pari vraiment sur la mise à disposition de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Suivante. Donc là, les conseils qu'ils proposent sont des conseils aux producteurs, essentiellement, hein, en termes voilà, d'analyse de la situation et de choix décisionnels dans l'itinéraire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Suivante. A contrario, vous avez, enfin, à contrario, vous avez d'autres formes de conseils qui évoluent plutôt sous les formes de plateformes. Euh, qui sont là aussi un exemple que j'ai pris au Niger avec une applicative développée par une entreprise qui s'appelle Novatech, hein, dont le dirigeant est Daouda Amadou et qui a développé cette plateforme Icocari, qui est une plateforme là aussi de conseil agricole et de mise en relation des acteurs des chaînes de valeur. Donc on voit là que les types de services sont à la fois sur les itinéraires techniques et à la fois sur les chaînes de valeur. Mais ce qui est important, c'est 2 choses. D'une part, en termes de technologie, c'est quelle technologie ça utilise. Bon, les plateformes de téléphonie vocale interactive, des contenus audio préenregistrés, ça c'est important par rapport au conseil agricole et aux itinéraires techniques que l'on souhaite promouvoir. Des conseils en plusieurs langues, on va y revenir. Des alertes météo là, qui nécessitent à ce moment-là de l'information digérée en temps réel, mais aussi de la mise en réseau, ce qui est tout à fait une autre fonction, hein. On l'a abordé auparavant entre les différents agents des filières agricoles. Le point clé dans la construction d'une telle plateforme, c'est une plateforme qui a été mise en œuvre par un informaticien finalement, hein, un technologue du numérique et qui a besoin d'entrer en relation et de collaborer avec des agronomes. Euh, et la difficulté, c'est finalement d'utiliser le savoir de ces agronomes pour le mettre en forme digestible, je dirais, pour des utilisateurs finaux. Suivante. Là, vous avez les technologies utilisées. Je vais faire extrêmement simple, hein. Vous voyez que ça utilise de la téléphonie mobile, y compris de la téléphonie mobile simple. Le cloud, donc important
l'importance d'accès au cloud, et puis après, tout un système multilingual et d'intégration des savoirs sur différents domaines. Suivante. Un autre exemple, c'est Access Agriculture, que je trouve un exemple emblématique, hein, qui est un service en fait de mise à disposition de vidéos tutoriels pour des producteurs. Donc ça tourne autour de la vulgarisation et du transfert de connaissances sur des itinéraires techniques, mais pas seulement, dans différentes plantes. Là aussi des conseils économiques. Mais là, on a un système qui est beaucoup plus développé, qui est basé sur de la vidéo dans de nombreuses langues. Là, vous voyez, le rond orange, ça concerne toutes les langues locales pour lesquelles des vidéos sont disponibles, et qui permet vraiment de faire un service de précision, je dirais, pour la vulgarisation. L'aspect suivante, donc on a d'abord une plateforme que je viens de montrer, mais on a aussi un relais qui est très important, cette fois-ci pour la diffusion de ces vidéos. Et il y a donc un business model qui a été développé pour que de jeunes entrepreneurs puissent être de vulgarisateurs au travers de cette technologie très simple, hein, qui est un vidéoprojecteur autonome et qui permet de faire des conférences de formation sur place, sur la base de cette plateforme, évidemment dans les zones où il n'y a pas d'Internet et pas d'accès à la plateforme elle-même. Suivante. Enfin, un dernier point sur les services de conseil agricole. C'est la diversité finalement de ces services. On vient d'en traverser quelques-uns, mais du coup, la question qui se pose, c'est sur l'impact de ces services et les critères d'évaluation de cet impact, mais aussi les technologies mises en œuvre. Donc, il y a un travail qui va se terminer en fin de cette année, qui est un travail qu'on a lancé au CIRAD et à Digitag, hein, sur une étude au Burkina Faso de tout un panel de services que vous voyez à gauche et qui vont être évalués à travers un certain nombre de critères que j'ai représentés à droite. Alors, je ne peux pas dévoiler aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de soutenance, les résultats, mais il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment très intéressantes et qu'on diffusera dans la, dans la littérature. Vous voyez que les services qui sont étudiés et les technologies sont de différents ordres. Vous les avez en rouge en bas. Suivante. Alors, conclusion, je vais finir là-dessus. Merci. Suivante. Alors, on voit bien que ces technologies sont très prometteuses. D'abord, elles se mettent en œuvre. On a un certain nombre de bénéfices vraiment évidents sur certains applicatifs, mais on a aussi vu un certain nombre d'échecs qui sont tout à fait liés à des facteurs très différents entre une preuve de concept qui n'a pas trouvé son système d'incubation et qui n'a pas trouvé son marché, et pourtant qui reste une technologie tout à fait pertinente, ou bien tout simplement une applicatif qui est tout à fait bien développée, mais qui n'a pas trouvé là tout simplement son marché parce que finalement, elle n'avait pas été conçue pour un utilisateur donné. Donc on insiste beaucoup, au-delà des questions de réseau et d'infrastructure, sur l'importance de concevoir ces services et d'utiliser les technologies sur la base d'une conception centrée utilisateur. Alors ça, maintenant, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Ça mobilise des séances du design, ce qu'on appelle en anglais le design thinking, hein, qui sont des séances de gestion et qui concernent finalement la conception de tout objet manipulé par des humains. Ça interpelle aussi la question de l'interface homme-machine finalement et de la médiation que permettent maintenant tous ces outils, en particulier les différents terminaux type smartphone ou autres. Ça nécessite aussi un regard très pointu qu'on n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais sur l'éducation aux technologies, mais aussi avec les technologies. Et on voit bien que dans les établissements de formation comme les écoles d'agriculture, et bien maintenant l'utilisation des technologies numériques pour enseigner, hein, le e-learning, on est un exemple aujourd'hui avec ces visioconférences, permet vraiment d'acculturer l'ensemble d'une communauté à ces outils. Et puis, il faudra faire aussi attention dans l'évaluation à la différence entre une transformation lente et puis une disruption, c'est-à-dire un choc, vraiment une transformation brutale. Et là, les entreprises ne sont pas égales sur ce secteur. Les startups sont les spécialistes de la disruption et les multinationales vont plutôt faire une transformation lente utilisant les technologies et le numérique. Suivante.
Donc ça, c'est un premier point sur les promesses. Le deuxième point qui est absolument essentiel, c'est que pour que ces technologies passent dans le secteur agricole, il faut s'assurer que des écosystèmes numériques et d'innovation soient mis en place. Donc ça concerne tout un ensemble d'acteurs, hein, non seulement bien sûr la recherche, hein, qui sont des centres de compétences, mais aussi des systèmes d'incubation qui sont, de notre point de vue, un peu déficients en Afrique. Pour ce qui concerne purement la recherche, ça concerne aussi l'interdisciplinarité et donc une collaboration entre trois grands types de sciences, hein, les sciences du numérique, des sciences appliquées type agronomie et puis des sciences sociales et économiques, puisqu'on vient bien voir que tout ça doit avoir une efficacité économique. Donc il existe des pays où ces systèmes se mettent en place. Alors, 2 exemples en Guinée-Conakry et au Burkina, et donc on les accompagne aussi. Suivante. Voilà un exemple pour faire un peu de publicité pour Digitag, hein, l'Institut Convergence de Digital Agriculture donc à Montpellier. On a essayé de bâtir un écosystème alors qui est centré sur la recherche, hein, mais qui vraiment est sur le continuum recherche, formation, innovation, et aussi qui permet l'interdisciplinarité entre 29 unités de recherche qui sont à la fois des gens qui travaillent sur de l'électronique ou des systèmes embarqués, jusqu'à des gens qui sont vraiment sur du droit et du juridique. Donc on a des compétences croisées sur ce domaine. Et puis vous voyez des organismes centrés plutôt sur l'incubation et le transfert. Je passe rapidement, mais c'est pour vous illustrer le propos suivant. Enfin, un dernier point, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que là, on est dans la vision d'un observatoire, on observe, on essaie d'appuyer, mais quels vont être finalement les états des lieux dans 10-20 ans? La grande question, c'est la question des business models, hein, qui sont vraiment critiques. Un autre aspect qui est maintenant bien connu, c'est celui de la gouvernance des données, hein, pour un partage responsable des données. Vous voyez que quand même, au cœur de tout ça, on a de la donnée qui circule. La question de l'inclusivité que j'ai abordée dans mon introduction aussi, il faut que ça bénéficie à la majorité, donc en particulier aux agriculteurs familiales aussi et aux organisations intermédiaires comme les organisations de producteurs ou les interprofessions. Il faut aussi certainement réviser la façon dont l'intelligence artificielle est utilisée. Donc ça, on pourrait y revenir, c'est quelque chose qui se développe. Et puis une collaboration intersectorielle, ça c'est plus pour le domaine vraiment industriel, mais aussi en recherche. Suivante. Voilà. Enfin, un dernier point qu'on n'a pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais je l'ai mentionné avec les problématiques de formation, une variable clé pour laquelle le numérique peut contribuer, et aussi la transformation structurelle des filières, c'est l'emploi des jeunes. Donc les jeunes sont en général très, très proches de l'utilisation de technologies, sont très intéressés pour reprendre un certain nombre d'exploitations, mais sous des conditions évidemment d'amélioration de la pénibilité du travail. Donc on sait que c'est un sujet clé qui n'est pas résolu, mais ça c'est absolument essentiel. Et puis bien sûr, encore une fois, mais en spécifiant des problématiques d'inclusivité, c'est-à-dire participer finalement à la barrière du genre, à lever la barrière du genre en agriculture en Afrique. Voilà, merci. Suivante peut-être la dernière. Voilà, je vous remercie donc, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire et rejoindre le réseau Digitag. Nous, on a des référents Digitag un peu partout en Afrique, dans tous les pays. Je viens d'en mentionner quelques-uns sur cette diapo. Je vous remercie, j'étais un peu long et je suis à l'écoute de vos quelques questions. Merci, Monsieur Bonnet, pour cette présentation très complète et tout à fait intéressante. Nous avons quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Monsieur Bonnet? Est-ce qu'on voit des gens qui participent par Internet qui souhaitent poser des questions? Je n'en vois pas. Est-ce que dans la salle, il y a une question? Oui? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, alors. Tu n'en donnes pas trop, mais vas-y. Alors, je peux en poser beaucoup, mais enfin bon, c'est un sujet. Merci de cet exposé. C'est Guy Waxman qui a fait une présentation hier. Hein. Et en plus, j'ai lu la thèse, il y a eu une thèse sur la mangue, une thèse au CIRAD, qui a été récompensée par l'Académie d'agriculture. Qui a eu un prix. Oui. Par la section 1, enfin, nous, je suis dans l'autre section, mais je sais que cette thèse, elle nous avait intéressés.
Justement, ma question un peu, c'est qui vient à la suite de cette thèse. C'est pas l'impact de la récompense. La récompense, je pense que le destinataire était content. Mais est-ce que la situation a évolué depuis la thèse? Je ne pouvais pas m'en rendre compte à partir de votre exposé. Voilà, Oui, alors la question. la thèse de Julien Saron, pour la mentionner, a été une des contributions pour mettre en place cet écosystème autour de l'évaluation des rendements de la mangue. Bon là, c'était basé sur des études au Sénégal, mais qui vont être extrapolées à d'autres fruits d'ailleurs. Et donc une partie de ce travail donc est utilisée, mais ce travail qui était essentiellement à l'échelle du verger, hein, est complémentaire du travail qui a été fait à l'échelle de l'arbre, ce que j'expliquais, qui est un autre type de travail, et puis qui est complémentaire de la troisième approche scalaire que j'ai rapidement décrite, qui est celle à l'échelle d'une région qui, elle, va plutôt utiliser la télédétection. Donc vous voyez, le travail de thèse, finalement, était ancré sur une échelle d'évaluation des productions de mangue. Ça, c'est un premier point. Et il y a deux autres échelles qui sont travaillées par d'autres équipes par ailleurs, mais l'ensemble étant combiné. Un autre élément de réponse, c'est de dire que ce type de travail est en train d'être conduit maintenant pour d'autres fruits, mais qui pose d'autres questions. Le café, le cacao, évidemment, et qui pose tout à fait d'autres questions, puisque la morphologie des fruits est tout à fait différente et la dynamique et la phénologie aussi différente. Donc on est plutôt dans une démarche de travailler à d'autres échelles. Enfin, bon, d'accord. Ouais. Une question qu'on se pose toujours, c'est on connaît l'impact des SMS, enfin vous en avez parlé dans votre exposé. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'on fait un effort, est-ce que vous voyez faire un effort pour améliorer la diffusion, la conception, la fabrication de ces SMS? Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut porter l'effort, ou est-ce que les gens préfèrent-ils porter les efforts directement sur des applications vraiment interactives que vous avez évoquées dans la fin de votre exposé? Je pense que les deux voies sont parfaitement intéressantes et complémentaires. Et je suis assez d'accord avec vous on a négligé, je dirais, deux choses. Les réseaux sociaux, le WhatsApp est très utilisé en Afrique, par exemple, très 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 utilisé. Et on va lancer des études justement sur finalement l'évaluation de l'impact tout simplement de réseaux sociaux type WhatsApp, à la fois au plan professionnel, hein, au plan agricole. Sur les SMS, en effet, il y avait beaucoup de travaux, notamment la FAO avait beaucoup utilisé par exemple sur des alertes sanitaires, hein, pour parler d'autres domaines que je n'ai pas traités, l'utilisation des SMS. Mais je pense que en fait, c'est pas parce que la technologie semble mûre qu'elle n'est pas encore revisitable. Je suis assez d'accord avec vous que ce sont ces technologies low cost finalement, mais qui par contre sont très diffusées, mériteraient plus d'attention de notre part en recherche. D'autant que les services bancaires ne se privent pas d'utiliser ce moyen, je crois. Absolument, et la e-finance est très, très utilisatrice. C'est une question un peu personnelle, mais au fond, je m'aperçois que de toute façon, je suis plus informé sur ce qui se passe chez les anglophones que chez, que chez les francophones. Je vous dirais plus facilement ce qui se passe au Ghana qu'à la limite en Côte d'Ivoire, alors que je connais un peu la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de se tenir informé? Est-ce qu'il y a parce qu'y compris la FAO, on parle beaucoup plus de l'Afrique anglophone. Est-ce qu'il y a un moyen d'être informé régulièrement de ce qui se passe? Alors c'est une excellente remarque. En fait, il y a un biais informationnel très clair sur les pays anglophones Ah bah, ça, dont je suis victime, comme vous avez dont compris. on est tous victimes. Et la carte que je présentais en tout début d'Africa Goes Digital, hein, qui est issue du CTA, et même le travail du CTA lui-même, montre essentiellement des pays anglophones. Alors pas que quand même. Donc on avait l'objectif, mais on ne l'a pas monté encore, on est en train tout doucement de le monter, de créer un observatoire des usages du numérique en Afrique de l'Ouest francophone, mais pas que francophone, bien entendu, en intégrant l'intégralité de... Et donc c'est un travail sur lequel on avance doucement, et d'où l'importance d'avoir un réseau de référents dans chaque pays capable justement de veiller. Donc on est sur la construction du réseau actuellement pour essayer de reproduire ce qu'on a fait sur le territoire français avec les observatoires du numérique dans la chaire agrotique à Montpellier, par exemple, qui est un bon exemple d'analyse en fait de ce qui est en place.
dernière question, si tu en as une. Oui, La oui. dernière. Disons, est-ce que, donc vous avez beaucoup parlé des startups, mais au fond, quelle est la place des entreprises, je dirais, normales, hein, qui ont déjà un réseau commercial, qui ont déjà que ce soit pour la collecte, enfin pour l'amont ou l'aval? C'était une première question. Et puis la seconde, tu vas me pardonner Bernard, au fond, vous avez parlé c'est vrai que des agriculteurs français disent souvent on a plus d'outils d'aide à la décision que d'agriculteurs maintenant. Donc ça devient, il y a un tel effort de développement bon. Et donc comment vous allez essayer de mesurer l'impact finalement de chacun des projets? Donc deux questions, la place des entreprises, disons, commerciales, privées, ces développements, et puis voilà, quel impact au Alors, global. oui, j'ai deux types de Voilà. réponses. D'abord, dans les entreprises dont vous parlez, il y a celles qui sont des entreprises agricoles, on va dire. Donc, par exemple, si on est en Côte d'Ivoire, si on regarde Cargill ou Olam, qui sont des grosses entreprises qui travaillent sur le cacao, bon, ben, elles ont déjà acheté sur le marché un certain nombre d'outils logiciels de type ERP qui existent, hein. J'ai mentionné dans une de mes diapos FarmForce, par exemple, ou Ulysse pour Olam. Donc, elles développent leur propre autonomie, je dirais, logicielle et d'aide à la décision. Elles n'ont pas besoin de start-up et le marché mondial existe, je dirais. Et après, il y a les entreprises du numérique, c'est-à-dire des grosses boîtes comme Orange ou des entrepreneurs voilà, du numérique, hein, pour GAFA pour faire simple. Elles aussi essayent d'offrir des services, notamment, bien sûr, les opérateurs téléphoniques, hein, qui nous ont beaucoup contactés en recherche pour associer à leurs services de téléphonie un certain nombre de services dédiés à l'agriculture. Et ça, c'est vrai dans tous les pays en fonction du domaine agricole. Alors ça avance avec des réussites et des échecs. Là aussi, parce que la conception centrée utilisateur avait été souvent négligée. Je parle bien des approches par les grands du numérique. Après, la question des startups est quand même essentielle et c'est pour ça que je l'ai mise quand même au cœur de mon propos, parce qu'il se trouve qu'en Afrique, vous avez un vivier de recherche en informatique et en électronique, et donc de start-up quelque part, très important. Parce qu'en fait, et surtout qui s'intéressent à l'agriculture. Parce qu'évidemment, des gens qui sont data scientists à l'université au Sénégal ou ailleurs, ou des collègues qui développent, qui ont fait de la bioinformatique et qui maintenant travaillent en agrotique, leur premier champ d'application finalement de ces techniques, c'est celui qui est à côté de chez eux et ils n'ont pas d'industrie automobile, si vous voulez, voilà, qui les recrute. Donc, on a cette chance d'avoir des spécialistes de l'informatique et de l'électronique pas loin finalement de ce secteur agricole. Et pour moi, c'est une grande chance de l'Afrique, mais par contre, ça implique vraiment de développer un système d'incubation des startups qui, de mon point de vue, est insuffisant. Merci, Monsieur Bonnet, pour ces réponses